Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à vous tous, amis auditeurs. Merci d'être avec nous. Nous inaugurons aujourd'hui au Café Presse Politique notre nouveau studio. Mais aussi, nous sommes en direct sur le site. Votre site, nous sommes plus proches, le site de Radio M, radio-m.net. C'est magnifique, nous sommes très heureux. C'est vrai que ça nous fait plaisir de pouvoir partager ce moment en votre compagnie dans ces conditions-là. Alors voilà, on ne va pas déroger à la règle pour commencer. On va donner la parole aux journalistes qui sont autour de cette table en ce qui concerne l'actualité, qui les a marqués en tout cas, pas forcément, comme à chaque fois je le dis, celles que nous allons aborder. On va commencer avec notre ami Tariq Hafid du site internet d'information Impact 24. Nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'il nous rejoint. C'est de sa faute. Nous l'avons souvent invité, il a refusé d'être là. Non, c'était pour rire. Qadi Hussein. Bonjour. Alors, Qadi Hussein, journaliste et éditeur du site économique Maghreb Émergent, de l'Huffington Post Algérie également. Et puis, il y a également Saïd Jafar, l'habitué Saïd Jafar, qui est l'éditeur de l'Huffington Post Algérie. Et puis Akram Khrieff, qui est éditeur de Secret d'Ifar, un site d'information spécialisé dans la défense en Algérie et au Maghreb. Voilà, donc j'ai fait le tour de table. Rapidement, comme j'avais dit, je vais commencer par toi, Tariq Hafid, je vais te donner la parole. Une image, une déclaration, une information qui t'a marqué. On t'écoute. Vas-y. Alors, voilà, il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. C'est bon? C'est ouvert? Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Ce sont les aléas du direct. Et un événement politique, c'est Abdelaziz Bouteflika qui reçoit Mohamed Abdelaziz. Voilà, brièvement. Pour moi, c'est une gifle à Ahmed Saïdani. En tout cas, suite à ses déclarations par rapport à ce qu'il avait dit, le doute qu'il avait laissé planer à propos de la position de l'Algérie vis-à-vis de la question sahraoui. Ouais. Voilà. Au 19 aussi, peut-être. 19, oui. Bon, 19 c'est sûr. En tout cas, au 19-4, c'est sûr aussi. Voilà. Ça rajoute de la confusion, tout ça. Alors, c'est rare que j'évoque des événements dramatiques pour lancer le CPP, mais cette semaine, j'ai beaucoup été marqué par l'incendie de Ouargla. 18 morts parmi la communauté subsaharienne. Et il y avait 650 réfugiés dans une sorte de hangar. Et ça, je crois que... Alors, ce qu'il y a de plus choquant aussi, c'est qu'il y a très peu de journaux qui en ont fait la une. 18 morts dans un incendie, c'est terrible, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Oui, je partage l'avis d'Hassan en relevant que le gouvernement algérien, ou bien l'État algérien, fait toujours les choses à demi, alors qu'il aurait pu, puisqu'on les héberge, on crée un peu des conditions pour éviter ces histoires. C'est assez triste. Des conditions que nous avons souvent réclamées d'ailleurs, nous les journalistes. Oui. Moi, ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est l'accord de paix entre les Tébous et les Touaregs dans le sud malien, qui a été sous l'auspice du Qatar. Et qui est pour moi un signe de la faillite de la diplomatie et des services secrets algériens. Ouais. Les Tébous, tu peux nous rappeler qui... C'est une ethnie du Tchad, du nord du Tchad, du sud libyen, du Tibesti. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si on pourrait éventuellement développer. Ça a des implications sur Daesh en Afrique. Il y en a qui spéculent sur l'idée de créer une sorte d'État tampon à ce niveau-là, au sud de la Libye. Bon, est-ce que c'est un échec des services? Voilà. Sur les services de renseignement, ça c'est rien. Ouais. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, dommage. La prochaine fois, on va retenir le thème. Hein. On va le retenir. Peut-être important. Que d'ici là, il y aura des évolutions. Pendant toute cette heure, nous allons parler de beaucoup de choses. On va parler de la loi de finances 2016 qui a été chahutée. Il y a eu beaucoup de mouvements autour de ce texte de loi. On en reparle tout à l'heure en deuxième partie avec notre ami journaliste Hassan Haddouche, spécialiste en économie, qui viendra nous donner son point de vue sur la question puis nous éclairer sur un certain nombre de textes. Mais dans cette première partie,
nous allons évoquer... Ah oui, on va parler des femmes. Je vais en profiter en l'absence de Abed Sherif ce matin. C'est lui qui a insisté. Il a tellement insisté sur la question pourquoi on parle de la loi contre la violence à l'égard des femmes. Il nous a dit vous ouvrez avec ou je ne viens pas. Mais finalement, il n'est pas venu parce qu'on a décidé de ne pas ouvrir avec. Voilà, donc on en reparle tout à l'heure en deuxième partie. Première partie, on va continuer à parler de terrorisme. Et puis l'événement chez nous, l'actualité, c'est le tribunal militaire d'Oran. Pour destruction de documents et infractions aux consignes. Alors, ma première question, qu'est-ce qu'on peut bien dire autour de ce procès dont on connaît finalement pas grand-chose? Je te pose la question, Saïd, à toi. Écoute, on connaît quand même, ça n'a pas été démenti, c'est des choses qui sont sorties dans la presse. Ce qu'on reproche visiblement au général Hassan, c'est une opération menée au nord du Mali, d'infiltration, et le groupe qui a mené l'opération s'est fait arrêter dans un contrôle militaire, et donc on reprocherait, j'utilise le conditionnel, n'étant pas dans le secret des dieux, on le reprocherait d'avoir fait cette opération sans avertir le commandement local, c'est-à-dire de la région militaire. Est-ce que ça s'est pratiqué durant toutes ces années, à chaque fois que le DRS ou les services spécialisés menaient des opérations, informaient le commandement local? Je peux en douter. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que le général Toufir viendra défendre son subordonné au sujet de pratiques qui se déroulaient totalement sur plusieurs années sous sa direction. Alors, justement, avant de parler de l'intervention ou pas, en tant que témoin du général Médienne, c'est bien d'aller un petit peu plus au fond des choses. Et quand je disais on ne connaît pas grand-chose sur ce dossier, c'est que, par exemple, on ne sait pas si cette histoire de destruction de documents et d'infractions, ça s'est fait sur toute la période du terrorisme ou si c'est sur une période précise. On est vraiment dans le flou. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut avancer des arguments, Tarek? Il me semble qu'on est dans le flou parce qu'on a très peu d'éléments. En fait, on ne sait absolument rien du fonctionnement des services algériens en général, de leurs actions durant donc dans la gestion de la lutte antiterroriste. Mais quelques éléments, en fait. Il me semble, d'après ce que j'ai compris, ce qui m'a été expliqué, que le SCORAT, en fait, c'est une structure qui a été créée par le général Toufir. Que le général Hassan, en fait, avait deux missions principales. C'est la gestion du dossier des repentis et les relations avec les autres services de renseignement dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est ça, en fait, les deux principales missions du général Hassan. Ensuite, tout ce qui lui reprochait, on n'a aucune information concrète. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais dire et qui me semble important, pour moi, c'est pas le procès du général Hassan, mais c'est le procès du général Toufir. Ah oui, carrément. Je pense. C'est une structure qui a été créée par lui. Et je pense qu'à travers ce procès, c'est lui qui est visé directement. Oui. Non, moi je dirais plutôt que c'est le procès du DRS ancienne formule. Maintenant, à l'associer ou pas au général Toufir, libre à toi de le faire. Moi, je ne le fais pas. Mais c'est le procès de la mise d'un DRS sous tutelle d'une personne et qui a échappé au commandement de l'armée, au commandement de la présidence, etc. Donc, sur ce point précis, on est en train d'acter un passage des services secrets d'une autonomie quasi totale vers une mise sous tutelle probablement de la présidence. Mais sinon, concernant les circonstances de cette destruction de documents, moi je pense pas que ça se soit déroulé sur toute la période de la lutte contre le terrorisme, pour la simple raison que le général Hassan n'a pas occupé ce poste. Déjà, le SCORAT n'a pas existé durant 20 ans. Oui. Et le général Hassan est venu après le général Atman, après le colonel Atman. Allah yarhamou, pour reprendre les choses en main. Et donc, ce serait sur Tigane Tourin ? Il y a de fortes présomptions pour que ce soit lié à Tigane Tourin et pour que ce soit lié aussi
aux activités des services secrets algériens dans la région sahélo-libyenne. D'accord, donc Mali, Niger, Libye. Ça va nous sanctionner un petit peu parce qu'on ne pourra pas aller au-delà puisqu'on n'a pas d'éléments. Même la défense d'ailleurs a écouté un petit peu les avocats. On a écouté un peu tous les avocats. On ne retrouve pas d'éléments qui peuvent nous renseigner sur le fond de la question. Quand j'écoute les arguments de la défense, je reste perplexe quand même. Pas plus tard qu'hier, des sites d'information ont relevé des propos de Mouqran Naït Larbi qui a pour seul argument le général Hassan, c'est un héros, il n'est pas normal que ça intervienne aujourd'hui. Quelle image on va montrer au monde qui est en train de lutter contre le terrorisme aujourd'hui, alors que on est en train de juger le héros de la lutte antiterroriste. Enfin voilà, donc je reste quand même perplexe. Ça pose effectivement un problème, mais ça ne nous éclaire pas davantage. Parce que on peut. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Akram. On est en train de faire le procès du DRS tout puissant. Il n'y a plus de DRS tout puissant. Et d'ailleurs, dans l'intitulé des chefs d'accusation, il y a clairement le reproche, entre guillemets, fait au général Hassan de ne pas d'avoir désobéi à sa hiérarchie. Sa hiérarchie étant supposée être l'état-major, et pas son patron, et pas le général Tawfiq. Oui. C'est essentiellement ce qui est reproché au général Hassan. Alors effectivement, dans la pratique du DRS, de ce que nous savons, nous journalistes, c'est qu'il y a souvent des opérations qui se déroulent, qui sont du fait du DRS qui coordonne la lutte antiterroriste. La règle, c'est de prévenir le commandant du secteur, c'est de prévenir le général, le commandant en chef de la région militaire qu'il va se dérouler quelque chose. On n'est pas obligé de donner des détails, mais on prévient. Il y a des règles de bonne conduite, on prévient. Le cœur de l'information, le cœur de l'opération étant maintenu entre les mains du DRS. Il semblerait que dans sa façon d'agir, le général Hassan outrepassait un petit peu cette obligation d'information, et que donc dans l'espèce, dans le cas d'espèce de cette opération d'infiltration aux frontières de l'Algérie, ça s'est retourné contre lui. Dans un autre contexte, ça n'aurait jamais prêté à conséquence. C'est quoi l'autre contexte ? L'autre contexte, c'est un contexte où le général Tawfiq est toujours puissant, où il peut prendre le téléphone et dire au général Gaël Salah que c'est une opération que nous avons conduite. Bon, vous avez arrêté un groupe, c'est notre groupe, voilà. Oui. Ça ne s'est pas arrêté à ça. Ça ne s'est pas arrêté à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà la guerre déclarée entre Gaël Salah et le général Tawfiq, et que le général Salah voulait utiliser tous les éléments pour affaiblir le général Tawfiq, et c'est ce qu'il a réussi à faire finalement, puisqu'on en arrive au procès aujourd'hui. Oui, là où peut-être tu te trompes sur... c'est la grille de lecture. Oui. Tu disais que vis-à-vis du monde, le général Hassan pourrait paraître comme étant un héros de la lutte antiterroriste. C'est en tout cas ce qu'avance la défense, oui. Oui, mais dans la grille de lecture du pouvoir, de la présidence, il n'y a qu'un seul héros de la lutte antiterroriste, c'est Abdelaziz Bouteflika et sa grâce amnistiante. Et c'est lui le modèle que devraient prendre tous les autres pays comme référence. Donc, sur ce point très précis, je ne pense pas que l'argument vaille grand-chose dans l'état des choses. En fait, moi, je suis d'accord avec l'idée que c'est vraiment Tigane Tourine qui a été le moment de rupture. Parce que si on peut revenir un peu à Tigane Tourine, il y a eu une opération terroriste où des gens sont parvenus à rentrer dans une base gazière protégée par l'armée. Oui. Par l'armée. Mais la crise, c'est que peut-être, mais je spécule, et peut-être l'armée au sens classique, ce qu'on appelle l'armée en tenue et l'armée en civil, c'est que l'armée en tenue dit, moi je protège un site qui est sensible, mais j'ai pas le renseignement. Le renseignement n'est pas entre mes mains, et donc je me retrouve comptable d'une situation que je ne maîtrise pas. Et c'est à partir de ce moment-là que Bouteflika ait utilisé ça ou peu importe, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé sérieusement à parler de réorganisation des services et de remise du DRS dans l'armée. Parce que techniquement, le DRS s'est totalement autonomisé, il n'était plus tout à fait dans le commandement au sens hiérarchique, ce n'était plus le deuxième bureau, c'était un bureau totalement autonome. Et à partir de Tigane Tourine, la question s'est posée. À mon avis,
le général Salah paye le fait que c'est venu après. Général Hassan. Général Hassan. Oui, je voulais juste noter quand même qu'au début de l'affaire, il y a eu une sorte de requalification des chefs d'accusation. Au début de l'affaire, il y avait création de groupes terroristes Exact. et il y avait une affaire d'argent aussi qui a circulé. Oui. Ils ont été retirés. C'était une grossière erreur de communication de l'état-major parce qu'on retombait dans le qui-tu-qui et on laissait entendre que le DRS pouvait alimenter le terrorisme. Ce qui est exactement dans la communication. L'autre volet, c'est l'argent. Et de ce point de vue-là, il y a un élément qui circule. Peut-être que ça va ressortir le jour du procès. Il semblerait que l'affaire, pourquoi c'est devenu plus important que cette affaire d'infiltration est devenue particulièrement névralgique. Il semblerait que ce soit en relation avec une opération à l'international de récupération des missiles sol-air exfiltrés de la Libye, de l'après-Kadhafi, par les groupes terroristes. Le DRS, le général Hassan, était chargé d'infiltrer les groupes pour essayer de récupérer, de racheter, en fait, tout simplement, de racheter le maximum de missiles dans la nature, qui étaient dans la nature. Et donc, il y avait aussi un financement pour cette opération-là. Il y avait aussi un financement auquel, selon certaines sources, auraient concouru les puissances occidentales parce qu'elles avaient un intérêt immédiat à ce que ça soit retiré de la circulation. International. Voilà. Oui. Et donc ça a créé une sorte d'océan, enfin d'archipel qui échappait en plus au contrôle de l'état-major. D'où le caractère extrêmement acharné de la répression parce que les enjeux étaient aussi des enjeux multilatéraux et internationaux. Alors, mais attends, encore une fois, c'est une des explications qui permet, quand on la rajoute à la guerre entre le général Gaël Salah et le général Tawfiq, on comprend un peu mieux pourquoi on s'est acharné sur ce cas-là. Si je suis ton raisonnement et celui de Hassan, ça peut paraître dangereux et après on peut ne plus maîtriser. C'est plus une affaire algéro-algérienne, mais ça peut avoir des conséquences internationales. J'espère que le procès permettra d'éclairer tout ça. Non, mais pour moi, il faudrait, au lieu de faire le procès du général Hassan, faire le procès de Tign Tourin. Carrément. Parce que l'argument de dire que l'armée n'avait pas le renseignement, elle protégeait, elle n'a pas à avoir de renseignement. Ils sont là pour protéger une infrastructure. C'est l'armée. Donc, ils sont censés être capables de repousser une autre armée, même pas une trentaine de terroristes. Donc, il faudrait... C'est un grand débat. C'est un débat entre, à mon avis, c'est un débat dans le cœur, dans la structure du pouvoir elle-même. C'est l'armée. Et c'est un vrai débat. Comment organiser? Parce que la légitimité du régime algérien, que Bouteflika soit là ou non, a perdu le côté historique, mais elle se fonde sur le fait qu'elle assure la sécurité. Il y a une légitimité sécuritaire qui se sont créées encore plus durant les années 90, qui a été prise à défaut de manière forte à Tign Tourin. Et c'est pour ça qu'il y a eu crise. Est-ce que je peux juste poser une question, et principalement à Karam? Ah non, c'est moi qui pose la question. Non, je rigole. Je rigole. Tign Tourin, c'est un échec ou alors une réussite? C'est un échec total. C'est un échec total. Parce que, non, excuse-moi, je pose la question. Toi, tu dis, Tign Tourin a eu lieu. Nous avons tous écrit, nous, journalistes, moi le premier, que c'était une réussite. Pas nous. Oui. Pas nous. Tu te souviens de ton titre? Je suis... pas tous les journalistes. Non, on n'a jamais écrit ça. Je suis en train de dire dès le début, on a dit ça. Attends, la majorité des journalistes, en tout cas ce que j'ai lu, a dit que l'intervention de l'armée à Tign Tourin était une réussite. Maintenant... Oui. C'est un désastre. Moi, je persiste à dire que tuer la totalité des otages, c'est cataclysmique. Voilà, tout simplement. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, nous sommes dans le constat c'est un échec. Ça dépend pour qui. Donc c'est ça. Chez nous, ici au Café Presse, ça fait longtemps qu'on en parle comme ça. Pour ceux qui ont intenté le procès, pour ceux qui ont intenté le procès. C'est ce que tu veux dire. Enfin, maintenant, avec l'histoire du général Hassan, beaucoup de personnes estiment qu'effectivement, c'est un échec. Maintenant, est-ce que réellement nous savons ce qui s'est passé à Tign Tourin? Moi, je dis non. Non.
On n'a pas besoin de le savoir réellement. Là, ce qu'on sait, c'est que des terroristes ont infiltré une base gazière sensible qui représentait un bon pourcentage des exportations de gaz algérien et que l'implication économique était tellement forte que c'est un échec. C'est un échec même dans l'hypothèse que l'armée est intervenue, qu'il n'y ait aucun otage qui est mort. Même dans cette hypothèse, c'est un échec. L'échec... Le procès du général Hassan, c'est pas le procès de Tign-Tourin. Non, le procès du général Hassan, c'est un point de vue, qui est développé. Tign-Tourin, c'est une solidarité d'incompétents. Toute l'ANP a failli. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le procès à quelqu'un. Général Hassan, c'est l'indépendance et de l'armée en tenue vis-à-vis de l'armée de l'armée en civil vis-à-vis de l'armée en tenue et c'est ça qui est traqué. Alors comme la défense, tu penses toi que c'est le procès politique, que ça va être un procès politique, que c'est avant tout un procès politique avant que ce soit un procès. S'il y a procès Hassan aujourd'hui, c'est un peu parce qu'il y a eu Tign-Tourin, c'est-à-dire il y a eu Tign-Tourin est un moment de rupture l'armée entre les gens des services et l'armée au sens classique. Mais on n'en parlera pas pendant le procès. On va parler de l'infiltration des groupes. On va parler de comment ça se fait, qui donne l'ordre, jusqu'où on peut aller, que peuvent faire ces groupes, voilà, et qui est responsable, comment se financent ces opérations. Est-ce que l'armée, l'état-major est au courant ou pas? Est-ce qu'il est parti de ce type d'opération ou pas? C'est ça qui va être débattu. Est-ce que Medienne va y être? C'est aussi la question que tout le monde se pose, puisqu'il a été, en tout cas la défense l'a appelé et l'a cité comme, veut qu'il soit cité comme témoin. Qu'est-ce que ça va changer? S'il est là, Gérald Medienne, ça change tout. Non seulement on va avoir des informations, mais en plus... Ça change. C'est le responsable hiérarchique du général Hassan qui viendra dire je savais qu'il devait mener cette opération et que je l'ai soutenu. Et à ce moment-là, les avocats en matière de sérieuse pour défendre. C'est-à-dire, ça annihile une partie de l'accusation de la désobéissance. Oui. On peut y croire, il faut y croire. Comme il a dit lui. Non. C'est possible qu'il vienne. C'est possible avec les conséquences que... Vu les conditions dans lesquelles il est parti, vu un petit peu comment les choses se sont faites, il n'est pas sorti par la grande porte, on va dire. Voilà, après, il y a eu tellement de commentaires sur la presse. Ça pourrait être la dernière grande action de tout. Ça pourrait être la grande action, et à la limite, on s'étonnerait qu'il ne soit pas là. On s'étonnerait que Général Medienne ne soit pas là. Non, ça dépend des procédures judiciaires. C'est ça. J'en profite pour rappeler, je sais que je ne me rends pas service à moi-même en le rappelant, mais je me suis proposé pour être avocat de la défense. Je ne vais pas laisser le temps dire. Dans le procès Ben Hadid, et jusqu'à... Je me suis proposé auprès de l'avocat de la défense, je me reprends, je me corrige, auprès de l'avocat de la défense, des avocats de la défense pour être témoin à la disposition de la défense. Et c'est le juge d'instruction qui décide de la recevabilité de ce témoignage ou pas. Enfin, donc le général, toute proportion gardée, Medienne, la défense de Hassan, du général Hassan, va proposer, j'imagine, en toute logique, son témoignage, mais le juge d'instruction peut juger que c'est pas nécessaire. Attends. Juste pour la précision, Mokhran Ait Larbi a fait une mise au point à l'OATAN sur cette question. L'OATAN a dit, il y a eu un article dans l'OATAN disant, du moment que le juge d'instruction n'a pas entendu le général Medienne durant l'instruction, il ne viendra pas au procès. Mokhran Ait Larbi a dit non, la loi est très claire, la défense peut demander à entendre le général Toufir durant l'instruction et également au moment du procès, et j'ai choisi que la meilleure manière de défendre le général Hassan, c'était de le convoquer au procès, pas durant l'instruction. Il défend le droit. Oui, donc il peut le faire. Donc il peut le faire. C'est un élément important, oui, effectivement, à relever. Tu voulais prendre la parole? Non, je voulais juste dire, est-ce qu'il n'est pas soumis à une obligation de réserve? Il est fraîchement retraité. Ça se passe avec l'eau. Ça se passe, il n'y a pas de la presse, il n'y a pas... Et non, dans la justice, c'est pas une déclaration de presse.
C'est pas une déclaration. Donc, Pas d'obligation, il est témoin. Quand tu étais cité devant la justice, ce genre d'obligation saute. Tu es soumis, tu vas jurer de dire la vérité, toute la vérité, ces obligations sautent. Hein, voilà. C'est la question qui se pose, c'est bien. La question Justement, qui se pose, c'est est-ce qu'elle a un match de foot le même soir à Blimsous? Parce qu'il paraît qu'il joue toujours à Blimsous, c'est un match de foot, le général Tofir. Il n'a pas arrêté. on va tous y aller pour vérifier. Avec si Roule. c'est pas Avec Roule, absolument. Avec Roule. Ouais. Je me demande, en fait, par rapport à la défense, s'il a la meilleure, le général Hassan, finalement. Parce que le fait d'avoir opté pour une défense civile, est-ce que ça ne pose pas un souci par rapport à la suite que les choses peuvent prendre? On est quand même dans le secret des faits. Écoute, je me pose la question. Écoute, il est préférable d'avoir un avocat civil, parce que aujourd'hui, pour le général Hassan, c'est la médiatisation qui va être importante. C'est pas un déroulement interne. Il doit se sentir. Il connaît le système. Il connaît comment ça fonctionne. Hein. Donc, il a besoin d'avocats civils qui vont parler à la presse. Ils le font déjà. Hein. Qui vont dire que c'est un procès Ils politique. le font déjà. Hein. Qui vont dire que c'est un procès politique. Souhaila Ben Ali propose un procès à la Mouri, à Radima, avec qui c'est comme procureur, c'était Boumdien, mais comme. Tu me noies. Que des militaires, c'était que des militaires, là, voilà. Tu veux pas d'avocat civil. Non, mais du point de vue c'est un bon choix. Il n'est pas intéressant d'être défendu par un avocat militaire. Tu es en train de dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans le détail dans ce dossier, finalement. On sait on sait quelles vont être les conséquences. C'est un petit peu ça que tu dis. Secret des faits. C'est à toi que j'ai donné la parole. Non, encore une fois, Saïd a tout dit. Non, c'est vrai. Tactiquement, le général Hassan n'avait pas le choix. Hein. S'il s'était enterré dans les procédures judiciaires militaires, personne n'en aurait entendu parler. Il n'y aurait pas eu de pression. Et nous-mêmes, ici, peut-être, nous n'en aurions même pas parlé. Donc là, il n'avait pratiquement pas le choix. On peut même supposer que 10 ans en avant, il aurait peut-être pris Ali Yahya Abnour comme avocat. Oui. Ouais. Excusez-moi, je voulais juste ramasser. On peut l'enlever. 10 ans auparavant, oui. J'en douterais. Ça serait réglé entre eux. C'est aussi une partie de l'évolution, c'est que les choses deviennent publiques. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution du régime, de l'effet d'entropie dont on a parlé. Le régime ne peut plus gérer les choses de manière entre lui. Ça débarque sur le labyrinthe, devient public. Hein? Ouais. C'est le titre d'ailleurs, c'est ton titre ce matin sur le Huffington Post. Le tien, c'est à propos de Hassan, ton titre ce matin. Tu n'en parles pas encore. Non. D'accord. Je ne vois pas l'intérêt. Impact 24. Aussi, bon, on n'en parle pas encore. On va attendre. Vous allez attendre le procès. Oui, bien sûr. Oui, Maghreb Emergent, je ne te pose pas la question. On parle d'économie. Oui. L'économie, on va en parler dans un petit instant. À tout de suite. Vous êtes toujours là, nous aussi, et c'est reparti pour une deuxième phase dans cette émission du Café Presse Politique. On va parler économie. Cette deuxième partie, nous sommes rejoints par Hassan Haddouche, spécialiste en économie. Bonjour Hassan. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On va parler de cette loi de finances 2016 qui a fait beaucoup jaser à l'Assemblée. On s'y attendait un peu, hein, j'allais dire le ministre des Finances l'a un petit peu cherché en annonçant d'emblée l'augmentation des prix des carburants et du gaz. Il a sué devant les députés, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à voter contre ce texte ? C'est difficile de faire un pronostic. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions apparemment qui vont être modifiées par les députés. En fonction des échos qu'on a, hein, disons, apparemment la commission des finances elle-même, qui a des positions différentes de celles des députés de base, hein, disons, plus pondérées, disons, a introduit un certain nombre de modifications dans le texte. Donc on pourrait avoir effectivement une modification du texte de départ du projet, disons, mais qui, à mon avis, n'aura pas un caractère massif. Ça ne sera pas un caractère de censure, si vous voulez, de la plupart des dispositions, parce que il semble aussi que le gouvernement est en train de mettre en œuvre une contre-offensive. Il y a des interventions du ministre des Finances, du Premier ministre, etc., pour soutenir le projet. Donc je pense que, en gros, dans son économie globale, il va être adopté, je pense. Oui, on va voir maintenant, enfin, on peut s'interroger maintenant s'il est convaincant jusque-là par rapport aux arguments qu'il avance ou pas. C'est la question qu'on peut se poser. En fait, la démarche, moi j'ai bien écouté M. Ben Khelfa, la démarche de M. Ben Khelfa, c'est un peu de dire,
vous feriez bien d'accepter ces premières mesures, entre guillemets, d'austérité. Voilà, c'est le cas. Parce qu'elles sont pas importantes. Elles sont plutôt faciles à assumer. Et parce que le plus gros est devant nous. Et que si on ne les accepte pas aujourd'hui, demain on aura à prendre des mesures beaucoup plus drastiques et beaucoup plus difficiles à assumer. Et il dit, on module en fonction de comment vont évoluer les comptes de la nation, le budget de l'État, la balance de paiement dans les années qui viennent. Donc en fait, il se raconte des histoires. Il sait très bien qu'on va dans le mur. Lui, il le sait très bien. Mais il préfère lisser l'effort d'adaptation, l'effort d'ajustement. Il préfère le lisser et en disant, la première marche, c'est pas la plus dure, c'est une petite marche. 3-4 dinars pour le carburant, 7% pour le TVA, etc. Et pas la pour tout TVA, le monde. l'électricité, pas pour tout le monde. Donc, il y aller doucement. C'est un argument qui est bien défendu, paradoxalement plus, ou plutôt logiquement d'ailleurs, parce que par le parti de l'administration. Le RND défend le projet de loi de finances mieux que le FLN, qui est beaucoup plus politique. Et qui refuse, dans les députés, la plupart des députés refusent d'apparaître à la télévision parce qu'aujourd'hui il y a quand même ce débat est très suivi par les Algériens. Dans les cafés aujourd'hui, on regarde les gens, ils suivent le débat parce que c'est un vrai enjeu. Et ils apparaissent tous comme étant les défenseurs. Il faut parler politique. Le FLN, du moins les députés du FLN, ont à chaque fois que le gouvernement a essayé d'augmenter les prix du gasoil et de l'essence, on fait barrage. Le Cheikh Ibrahim l'a essayé 2 ou 3 fois, après il a renoncé définitivement à introduire ce genre de disposition. Aujourd'hui... Ça s'était arrêté à quel niveau ? Au niveau de la commission ? Au niveau de la commission. Mais il y avait toujours la branca des députés de base contre qui était une branca très forte. Aujourd'hui, les députés, comme disait Ihsan, les députés de l'administration sont à l'aise. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même pour soutenir, ils seront à l'aise, ils obéissent, l'administration reste. Par contre, les députés du FLN sont aujourd'hui devant un vrai problème. C'est le seul moment dans l'Assemblée où ils manifestaient une sorte d'existence réelle, c'est en s'opposant à ces dispositions-là. Et aujourd'hui, on leur dit, vous allez les valider. Et donc, ils sont dans une situation de transe et ils subissent des pressions. À mon avis, ils vont obéir en définitive. Tu le penses aussi ils vont obéir, c'est sûr, mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que la loi des finances, c'est une loi vraiment très spécifique. Elle doit être signée par le président de la République avant le 31 décembre. Donc c'est une machine qui doit, par étapes, avancer, jusqu'à donc la fin du processus, c'est la signature. Ils vont peut-être essayer de s'opposer sur certaines dispositions, mais l'essentiel va passer, parce que à un certain moment, il va y avoir l'intervention du secrétaire général du FLN qui va dire vous allez adopter. Et ce qui est intéressant aussi avec la loi de finances, c'est l'adoption par article. C'est-à-dire article par article. Donc, le jour de l'adoption, les propositions, donc les amendements, les propositions d'amendement sont soumises donc à l'adoption. Et c'est à ce moment-là où on voit le jeu entre les différents partis politiques. Et généralement, la majorité, donc RND, FLN, prend des décisions qui sont toujours en faveur de ce qu'a décidé Ça peut être un test pour le FLN, je reste sur le politique, ça peut être un test pour le FLN, comme on le connaît aujourd'hui, très divisé, avec un Saïdani à sa tête et tout. Ça peut être un test pour ce que je suggère, c'est qu'on on transforme, enfin, on fasse pas trop de cuisine partisane, parce qu'à mon avis, c'est, enfin, entre guillemets, hein, sans esprit péjoratif, disons, parce que c'est pas ça l'essentiel, si vous voulez. À mon avis, hein, à propos de la loi de finances, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que il y a 2 ou 3 mois encore, on a fait des émissions sur, disons, la politique économique du gouvernement et le mode de régulation de l'économie, en disant qu'il n'y avait rien, que c'était désespérant et que, effectivement, la loi de finances complémentaire de juillet dernier n'introduisait aucune évolution sensible dans la politique économique du gouvernement. Ce dont on s'aperçoit là, maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en préparation. Il y a un certain nombre d'entre nous qui l'avaient souligné et qui avaient dit que dans le nouveau gouvernement, il y avait une sensibilité plus réformatrice. Bon,
On le voit aujourd'hui assez concrètement dans la loi de finances 2016, dans le projet de loi de finances 2016, et dans les déclarations d'un certain nombre de ministres. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qu'on considérait comme on considérait la politique, disons, mise en œuvre par les gouvernements du président Bouteflika comme quelque chose de relativement monolithique, c'est en train d'évoluer sensiblement. Il y a, c'est clair pour le prix du carburant, il était bloqué depuis 15 ans, personne ne voulait, on vient de le rappeler. Là, il y a des évolutions. On ne sait pas ce que ça va donner concrètement, mais il y a quelque chose qui se passe. Je voudrais citer 2 ou 3 autres exemples pour qu'on comprenne bien qu'il y a des évolutions. Dans la loi de finances, il n'y a pas que le carburant. Justement, il y a d'autres textes. L'ouverture du capital des entreprises publiques. L'ouverture du capital des entreprises publiques, elle est envisagée, disons, dans la loi de finances 2016 pour la première fois. C'est important, ça. C'est bon. Il y a des déclarations de certains ministres du gouvernement qui disent l'interdiction de l'endettement extérieur, c'est terminé. Et on va commencer à s'endetter. Il y a des déclarations du ministre du Commerce qui nous dit, qui dit, moi je suis, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, je suis un militant, je milite pour l'abolition de l'obligation du crédit documentaire. Et il a, alors ce qui est intéressant en plus, c'est que le ministre du Commerce dit, et il utilise une formule qui a peu été reprise par les gens, il dit « Je ne suis pas en rébellion contre le Premier ministre ». Quand je dis ça, en fait, il mouille clairement le Premier ministre en disant que c'est la politique du gouvernement. Selon toi, Hassan, justement, selon toi, parce que tu as anticipé, mais tu es allé au fond, on va y aller avec toi. Quand Louisa Hanoun dit si jamais ce texte est voté, c'est une trahison à la révolution. Alors moi, je vais te poser la question, qu'est-ce qui dans le texte est le plus grave ou peut être le plus grave demain? Tu as dit, il n'y a pas que le gaz, il n'y a pas que le carburant, mais il y a aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui te paraît aujourd'hui peut-être grave pour... Moi, ce qui est grave, c'est que le texte ne va pas assez loin. Ce qui est grave, c'est qu'on est aujourd'hui dans un débat qui est organisé autour des déclarations de Madame Louisa Hanoun qui sont absolument surréalistes. Madame Louisa Hanoun n'a aucune connaissance des enjeux économiques. Elle est totalement décalée par rapport, disons, à la réalité de l'économie algérienne, aux enjeux de l'économie algérienne. C'est ça qu'il faut essayer de souligner. C'est-à-dire que dans la loi de finances 2016, il y a des avancées. Il y a des avancées réformatrices, etc. Mais elles sont, je veux dire... Augmenter l'essence de 3 dinars ou même de 5 dinars, je veux dire, alors que le coût de l'essence aujourd'hui en Algérie, il est 20 fois inférieur à celui de la Norvège, il est 10 fois inférieur à celui de la France, il est 5 fois inférieur à celui du Maroc. Dire que utiliser l'expression utilisée par Madame Louisa Hanoun, c'est-à-dire c'est une agression fatale contre, disons... Les acquis de la révolution. Contre le pouvoir d'achat des Algériens. Je veux dire, c'est de l'enflux, je veux dire... Tu as raison, Hassan, mais ne sous-estimons pas, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce discours. En fait, ce que le gouvernement propose, c'est que au-delà du carburant, c'est de remettre en cause la politique des subventions et d'aller vers le soutien ciblé aux plus démunis. Et l'angoisse qui existe chez les Algériens, c'est que nous n'avons pas sérieusement une administration apte à gérer une telle discrimination dans l'affectation des subventions sans que ça s'embourbe dans la corruption. Et c'est ça le vrai enjeu, et peut-être là. Non, moi, je ne pense pas que ce soit le vrai enjeu. Je pense que là, il s'agit d'un fantasme. C'est-à-dire que les déclarations du gouvernement sont claires, les propositions de l'immense majorité des experts algériens, y compris et des experts internationaux, y compris celles du FMI, ils n'ont jamais proposé de supprimer les subventions sur les produits de première nécessité. Il faut cibler. Personne ne le dit. Tout le monde dit non, il ne faut pas toucher aux produits de première nécessité, le pain, le lait, tout le monde le dit, il ne faut pas y toucher. On dit il faut s'occuper des produits énergétiques parce que c'est ça qui coûte cher. Il faut qu'on ait des repères clairs. Ce que je déplore, tout à l'heure Hassan disait il faut éviter d'approcher ce débat par la lucarne du débat partisan. Malheureusement, le débat partisan a une pesanteur qui nous éloigne de l'essentiel. Nous, on a eu le plaisir et l'avantage de recevoir un économiste éclairé, professeur Meddahi, qui nous a dit dans l'invité du direct à Radio M qu'il fallait faire très attention de ne pas refaire les erreurs de 1986, c'est-à-dire de taper dans les dépenses d'investissement de l'État. Ouais.
c'était sa première, on va dire, phobie. C'est-à-dire ne pas commettre cette erreur, parce que ça réduit l'activité, ça réduit le bon de commande des entreprises, y compris et surtout les entreprises privées, étrangères, mais surtout algériennes. Et donc, ça a une incidence sur l'activité et le chômage. Ça, c'est un enjeu essentiel. Mais j'ai pas entendu, je sais pas, j'ai peut-être loupé des déclarations, il faudrait que je fasse un tour à l'Assemblée nationale, des députés dire que nous, on ne votera pas une loi qui réduit de 16% les dépenses d'équipement. Parce que ça fait plus de recettes, entre guillemets, politiques, que de se battre contre les augmentations, contre l'augmentation de la TVA, etc. C'est un vrai problème. Moi, c'est ça qui me pose problème. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que, bon, d'abord... Ben Khalfa, sur cette question, il a répondu déjà. Il a répondu à l'avance à tout le monde en disant, en fait, au cours des dernières années, on n'a jamais réalisé les dépenses d'équipement prévues. Donc, on est toujours autour de 24 milliards de dollars dans chaque... Et on continue, on est encore à 24 milliards de dollars, on sera encore à 24 milliards de dollars en 2016 parce qu'on n'arrive pas à réaliser ce qui est prévu. C'est la capacité de réalisation qu'on a. Bon. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est peut-être nous mettre en cause nous-mêmes, c'est-à-dire mettre en cause notre propre pratique professionnelle. Je veux dire, on a un problème de... Moi, j'ai entendu une émission de radio il n'y a pas très longtemps, disons, dans laquelle il y avait le Wali d'Alger sur une chaîne de radio publique, et face à lui, une journaliste professionnelle, très expérimentée. Voilà. Oui, c'était... Bon, le Wali d'Alger, on connaît son nom, et la journaliste, c'était Souhil Hachmi. Et le Wali d'Alger s'exprimait un petit peu, bon, en tant que Wali, mais aussi en tant que citoyen, en disant, c'est plus possible, à Alger, il faut augmenter le prix de l'essence. Il faut augmenter le prix de l'essence. Il le disait comme il parle lui-même de façon très véhémente. Et moi, voilà, comme une solution. Et puis moi, on a entendu aussi Souhil Hachmi, c'est une journaliste très professionnelle, etc., qui est engagée dans le combat citoyen, dans la défense de l'environnement, etc., expliquer aussi, prendre, disons, le contre-pied du Wali de façon très véhémente en disant, mais oui, mais c'est pas la seule solution. Pourquoi il n'y a pas d'autre solution que l'augmentation du prix de l'essence? Comme si, encore une fois, le fait d'augmenter l'essence de 5 dinars, ça allait, disons, ça allait ruiner les classes moyennes algériennes. Bon, c'est quand même... C'est raisonnable ce que tu dis, mais c'est la culture inculquée par le régime à tout le monde. Non, c'est pas le... Y compris les citoyens. Il faut pas se leurrer. Je suis pas certain. Les choses ne sont pas purement techniques. Techniquement, c'est clair. Je le sais parfaitement qu'avec un prix d'essence pareil, on va continuer à entretenir le trabando sur les frontières, parce que si j'habite à la frontière, il est préférable que je revende de l'essence que d'être journaliste. Ça me rapportera plus, et c'est comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est... Je voulais, compte tenu de la tendance que prend ce débat, et qui pourrait être apparenté à une tendance droitière, quelqu'un qui a réagi sur Twitter au fait que nous ayons étraîné notre nouveau studio, donc je cite le tweet, ASMN, « Il faudra beaucoup d'énergie et de vigilance pour lutter contre l'embourgeoisement des esprits et des idées. » Voilà, moi je pense qu'on n'a pas fait... Voilà, c'est très caractéristique, et y compris ce que disait Saïd à l'instant. Le problème du prix de l'essence, c'est pas seulement le trafic aux frontières. Le problème du prix de l'essence, c'est pour ça que je dis, voilà, notre pratique professionnelle, il faut peut-être qu'on l'interroge, parce que ça fait quand même, premièrement, le prix de l'essence, il est en train de ruiner l'État algérien. Et ça coûte des dizaines, le budget 2016 dit que ça coûte 6 ou 7 milliards de dollars par an. C'est pas ce que nous disent certains économistes. C'est pas ce que nous disait Abdelatif Benachnou il y a quelques mois ici. Il disait, lui, que ça nous coûte 15 milliards de dollars par an. Donc, déjà, c'est une sorte... Alors, je voudrais quand même... Non, mais attendez, je voudrais terminer là-dessus très rapidement. Ces chiffres-là, que ce soit 7 milliards ou que ce soit 12 milliards, comme le dit le FMI, ou que ce soit 15 milliards, comme dit Benachnou, je veux dire, il faut quand même expliquer aux gens que c'est de l'argent qui part en fumée. Ça part dans les voies d'échappement. Bon, il faut expliquer que, pour reprendre ce que disait Hassan à l'instant, que on avait dans les projets d'investissement du gouvernement, il y avait 5 ou 6 CHU. On a différé la réalisation de ces CHU. Pourquoi? Ces centres hospitalo-universitaires. Pourquoi? Parce que ça coûtait 500 millions d'euros pièce. 500 millions d'euros près, ça fait 2 milliards et demi, ça fait 3 milliards de dollars à peu près. 3 milliards de dollars, c'est le coût de 5 CHU. C'est les 5 CHU dont on a différé la... Et en essence, en gaz d'échappement, en fumée,
on perd 10, 12 milliards de dollars par an. Ouais. Il faut donner les chiffres aux gens. Les gens ne les connaissent pas. Les journalistes ne les connaissent pas. Comment voulez-vous que les gens les connaissent? Hassan, je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle politique. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle. Moi, j'ai pas de voiture, je conduis pas de voiture, je consomme zéro à part l'électricité comme les autres citoyens. Donc, j'ai pas un problème sur ça. Je suis partisan même de l'interdiction d'adopter dès maintenant la circulation par jour pair et impair à Alger pour arrêter cette folie. Mais je te rappelle, on peut pas nier le politique. On est dans une forme de contrat implicite où le pouvoir paye le fait d'exercer ce pouvoir et d'enlever aux Algériens la liberté de désigner les gouvernants. Alors voilà comment ça va se passer. On est dans ça. Il faut redonner aux Algériens leur liberté. À partir de là, on peut parler des vérités des Tu es en contradiction avec toi-même. Tu as expliqué tout à l'heure tu as expliqué tout à l'heure que Shakib Khalil lui-même, c'est-à-dire l'exemple le plus emblématique, disons, de la gestion de ce pays, au cours des 10 dernières années, avait proposé une augmentation du prix de l'essence. Là, tu comprends pas ce que je dis. Je te parle d'un régime qui a enlevé aux Algériens le droit de désigner des gouvernements et qui le paye sur la rente. C'est ça un régime rentier. Maintenant, techniquement, on peut toujours dire, bien sûr, c'est absurde ce prix de l'essence. Je peux en rajouter davantage. Ce qui est absurde aussi, c'est les transferts sociaux. On va pas enchaîner les choses, c'est les transferts sociaux. C'est fondamental. Il n'y a pas d'économie. L'économie n'est pas une science. L'économie est politique, elle est toujours politique. Écoutez, il faut le rappeler quand même. Malheureusement, dans ce cas, comme dans les précédents, très probablement, les choses évolueront sous la pression de l'extérieur. Il y a une pression qui est la balance des paiements. L'Algérie, la FMI va revenir et regarder dans les comptes de l'Algérie de plus en plus près dans les années qui viennent. Et il y a la pression du dérèglement climatique. Il y a la COP21 qui s'ouvre dimanche prochain à Paris. On va droit dans le mur. La planète va droit dans le mur et les pays qui contribuent, qui émargent à l'émission des gaz de carbone de plus en plus, que sont l'Algérie, que sont les pays producteurs de pétrole, vont être interpellés pour participer à l'effort de la décarbonisation. Et de ce point de vue-là, on ne pourra jamais rester sur ces niveaux de prix. C'est pas possible. Alors, le plus grand tort, pour moi, le plus grand tort que provoquent ces prix subventionnés de l'énergie, c'est qu'ils empêchent l'émergence de la plus puissante des industries potentiel en Algérie, l'industrie du renouvelable. Ouais. Bon, non, je vais vous arrêter parce qu'il faut à tout prix qu'on parle des femmes. Je suis désolée, il vous reste une minute. Tu as raison. Vous êtes majoritaire ici autour de la table. Enfin, ça a l'air de déplaire à Hassan. Ah non, pas du tout. Je suis sûre que non, il aurait voulu en dire davantage. Il aurait voulu en dire. Tu vois, parce que je suis une femme, je vais te laisser la parole sur l'économie, la dernière, avant que tu nous dises ton point de vue sur la lutte. Si, il avait envie d'ajouter une phrase. Non, il veut pas te donner la parole. Je voudrais. Non, il va nous relancer tous. Il va nous relancer. Encore une fois, moi, je voudrais qu'on interroge notre propre pratique professionnelle. Il faut qu'on arrête de dire c'est la faute du pouvoir, c'est la faute du pouvoir. Notre pratique professionnelle est en cause dans cette histoire. Est-ce que c'est la faute parce du pouvoir ? on n'a pas donné l'information. Très bien, on l'a compris. Est-ce que c'est la faute du pouvoir si le texte de loi sur la lutte n'est pas passé jusque-là au Sénat? Il est bloqué. Le pouvoir aujourd'hui, à travers la ministre de la Solidarité, dit ce sont les islamistes qui en sont responsables. Alors je vous pose la question parce qu'on s'interroge. Je vous pose la question. C'est bizarre parce que est-ce que les islamistes ont la majorité au Parlement? C'est ça justement. En plus, le Parlement, très simple. Le Sénat dans sa configuration justement a été créé justement pour bloquer les islamistes. Donc c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Voilà, tout à fait. C'est pas un argument. Les hommes ont la majorité. Les hommes ont la majorité, c'est sûr. Il y a deux textes de loi. Il y a deux textes. Et il y a ce texte et le texte sur la publicité aussi qui a été bloqué. Islamistes ou pas islamistes réfléchissent de la même manière. C'est toujours la même chose. Le système, ça n'existe pas, et le pouvoir, ça n'existe pas. C'est le point de vue de Sirius, ça. Il faut se rapprocher de ce qui se passe, des courants qui traversent le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas monolithique, ça ne veut rien dire. Alors moi, je vais vous parler d'une chose. Je vais vous parler d'une chose concrète. Ce sont les propos de Fatiha Benabou, qui est spécialiste dans tout ce qui est constitutionnel, dans le droit constitutionnel. Elle a bien dit que si aujourd'hui le texte n'est pas passé, c'est parce que ça s'est fait avec l'aval du gouvernement, certainement, puisque le Premier ministre aujourd'hui a toutes les prérogatives et peut
décidé de mettre en avant ou de programmer en tout cas ce texte de loi. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Elle le dit précisément. Donc ça se fait. Juste, il faut revenir à un élément qui est très très important. Le président du Sénat, du Conseil de la Nation, a été, il y a jusqu'à quelques mois, secrétaire général du RND. Du RND, oui, Ben Salah. Donc tout se joue au sein du pouvoir. Il y a absolument... Donc c'est pas une affaire d'homme au Conseil de la Nation. Non, c'est une décision. Je pense que c'est une décision. On ne peut pas dissocier entre le pouvoir exécutif et donc législatif, et d'autant plus au niveau du Sénat. Donc tout a été décidé entre eux. Voilà. Je voudrais quand même déplorer. Pour le pouvoir, les urgences, c'est plutôt d'augmenter l'essence plutôt que de. Attends, mais ça fait 6 mois. Oui, mais il peut estimer qu'aujourd'hui, il est devant une situation. C'est une explication possible. On peut très bien faire les deux. Je peux avoir un avis, Hassan. Non, mais on peut faire les deux en même temps. J'ai mis une hypothèse. Tu peux me permettre. Le pouvoir peut avoir estimé que aujourd'hui, la crise, etc., les islamistes ont trouvé un cheval de bataille, je le enlève. C'est une hypothèse que je trouve idiote, hein, d'ailleurs. Si c'est vraiment ça qui est dans leur tête, je la trouve idiote. Hein, bien sûr. Moi, je voudrais juste déplorer, parce qu'on a l'habitude quand même de le faire ici, pour certains d'entre nous, quand l'opposition n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'elle n'arrive pas à mobiliser. J'ai juste envie de déplorer la faiblesse du mouvement des femmes aujourd'hui, qui n'a pas réussi à se faire suffisamment entendre pour faire en sorte, des femmes et de tous les progressistes en Algérie, qui n'a pas réussi à créer une pression suffisante pour faire en sorte que ce texte de loi soit adopté par le Sénat après avoir été adopté par l'Assemblée. Excusez-moi d'insister, mais si le gouvernement, si le gouvernement est impliqué dans le fait que ce texte ne passe pas, de quoi il a peur ? De quoi est-ce qu'il a peur ? À mon avis, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Hassan ici. Les partis du pouvoir sont aussi traversés par un fort courant islamiste qui répond aussi à machiste. Là, islamiste, conservateur. Rétrograde, il faut qui répond, qui répond à une tendance sociétale en Algérie. La société, les députés aujourd'hui ont peur de s'exprimer. Mais les députés l'ont voté. C'est-à-dire, l'aberration, elle est là. C'est-à-dire, l'aberration, elle est là. C'est-à-dire, vous savez, on a créé la 12e chambre pour, soi-disant, bloquer les islamistes. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, on a eu les élections de décembre 91, et donc on a créé la 12e chambre pour éviter qu'un courant indésirable. Or là, c'est l'inverse. C'est la 2e chambre qui a été créée, qui bloque. C'est absurde. C'est inédit dans son exercice, quand même. C'est quand même inédit dans son exercice. C'est bien de le rappeler. Excusez-moi, j'ai insisté quand même par rapport au Premier ministre, parce que le Premier ministre, j'ai oublié de le dire, a un pouvoir qui va plus loin. Même si demain l'Assemblée est partagée sur pas l'Assemblée, le Conseil de la Nation est partagé sur la question, il peut toujours aller jusqu'à carrément retirer le texte. Donc, moi, je m'interroge et je pose la question au Premier ministre. Qu'est-ce qui empêche le Premier ministre aujourd'hui d'user de son pouvoir pour l'inscrire à l'ordre du jour? C'est la seule question. Et puis après, on pourra débattre du débat, même que je m'interroge encore aujourd'hui sur pourquoi, ou est-ce qu'il faut expliquer la violence à l'égard des femmes. Attention. Oui. C'est moi qui ai la dernière parole. On termine là-dessus. Ben oui, je suis une femme et il est normal que je défende ce texte de loi. On aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions et bien d'autres choses. C'est passé très vite. À très bientôt. Très bonne semaine et merci de nous être encore fidèles. N'oubliez pas, il y a le site. Vous pouvez aller nous voir en direct sur le site et les podcasts aussi. À très bientôt.